Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode dédié au Blu-ray du film The Rise of Skywalker. Et je veux aussi mentionner que ce soir est notre 600e épisode de Star Wars en direct, tout épisode confondu. Donc bravo à toute l'équipe, 600 épisodes. Donc je suis Jeff et ce soir mes collaborateurs sont Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Jeff, bonsoir tout le monde. Et Cécilie. Bonsoir Cécilie. Bonsoir à tous. Alors, monsieur, madame, quoi de neuf côté Star Wars ou côté geek, si on commence avec toi Francis? De mon côté, le côté littérature qui prend la majeure partie de mon temps, d'habitude est assez mollo ces temps-ci. Tu le sais, toi aussi, tu prends des comics, Jeff, donc ouais. tout est à l'arrêt. Oui, tout est arrêté, ouais. Sinon, aujourd'hui même, j'ai pris deux, les courts-métrages sur Disney+. Là, je sais plus trop c'est quoi en anglais, là, c'est une One Day at Disney, là, une journée avec le staff, là, les Imagineers et compagnie. Okay. Et des petits courts-métrages de entre 5 et 8 minutes. Puis, il y a deux des épisodes. Il y en a un, c'est Galaxy's Edge, donc les ingénieurs, tout ça, là, qui ont bâti ça. Et l'autre, c'est un gars qui organise les célébrations et compagnie. Là. Donc, bien intéressant. J'invite le monde à regarder ça, mais d'autant que maintenant, Disney Plus est disponible en France. Donc, je me suis dit que ça pourrait m'intéresser certains. Ouais, aujourd'hui ou hier. Fait que, cette semaine. Je sais pas trop. Là. Aujourd'hui ou hier. Là, on va en écœurer plusieurs. Là. Ils vont prendre l'émission. Là, ils vont dire les tabarnaks de Québécois, ils ont ça depuis l'automne. Nous autres, on l'a vu de Mandalorian déjà. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça de mon côté, excluant évidemment le fameux Blu-ray de l'Ascension de Skywalker. Cool. Excellent. Et toi, Cécilie, de ton côté? Je lis beaucoup de romans, je regarde des films, des séries, je vois des jeux vidéo en ligne. Je fais un mix de tout étant en confinement chez moi. Donc, je suis en train de lire le roman The Rise of Skywalker. Puis, j'ai regardé les bonus du DVD The Rise of Skywalker. Cool. C'est pas mal ça. Et, de mon côté, comme tout le monde, hein, tout est arrêté. Donc, pas de livres, pas de bande dessinée. Donc la seule chose que j'ai, c'est que je me suis tapé le Blu-ray de Rise of Skywalker. J'ai aussi regardé, j'ai acheté aussi celui du Réveil de la Force, le 4K, le Réveil de la Force, puis la menace fantôme. Donc je me suis tapé ça pour le podcast de ce soir. Sinon, il se passe rien. Hein. Hey, ça me fait penser, j'ai oublié de dire de quoi, Jeff. C'est que on a vu ça passer beaucoup sur les internets, là, sur la toile. Là, Cécilie arrive parce qu'elle dit elle est vieux. La toile. Tu sais, je naviguais sur les internets sur Netscape, là. Ouais, c'est ça. En chattant sur MIRC puis ICQ. Là. C'était quoi, American Online, c'est ça? AOL? Ouais, AOL, puis Alta Vista pour chercher avant Google. Wow. Bref, assez de délire de J'ai rien compris, mais bon. Cécilie, elle comprend pas. Bref, c'était juste pour dire que beaucoup de gens se posent la question s'ils commandent, entre autres, l'Ascension de Skywalker, s'ils vont le recevoir, hein, parce que ces temps-ci, c'est quand même à l'arrêt. Donc, je saurais pas dire du côté de la France, mais du côté du Québec, je sais que autant toi que de ton côté, toi aussi, Jeff, hein, ça a rentré comme prévu. Là. Moi, en 2 jours, c'était chez nous. Là. Ouais, donc, ça a rentré comme prévu. Moi, je l'avais commandé par Amazon. Mais j'ai vu après ça qu'Amazon, ils ont tout retardé, toutes les commandes. Fait que si tu commandes un livre, quoi que ce soit, il n'y a rien qui est livré avant le mois de mai. Ouais. C'est ça, moi ça m'inquiétait. Puis j'ai fait en même temps que
que le Blu-ray 4K. J'avais commandé d'autres affaires aussi, fait que là, je m'inquiétais sur certains objets. Finalement, tout est rentré. Là, mon fils s'était commandé une manette Elite là, de Xbox. Uh-huh. Et puis, moi, en tant qu'à acheter le film, j'ai pris mon cadeau de Noël en même temps que j'avais pas eu à Noël, parce que j'avais pas été sage. Donc, c'était le casque de Luke Skywalker en Black Series. Uh-huh. Et anecdote troublante, c'est qu'une fois que je l'ai sur la tête, je ressemble beaucoup à notre collègue Fabien de Star Wars en direct qui m'avait partagé une photo de lui aussi avec le casque. Donc là, j'ai trouvé ça spécial parce que autrement que ça, on se ressemble pas du tout. Non, c'est ça, vous pouvez pas être plus différent. Ouais, en pilote de X-Wing, on est des frères de barbe en tout cas. Là, faudrait que je prenne une photo dans le même angle que lui là, pour vous montrer, bref. Je mettrai ça éventuellement sur Discord. Alright. On salue Fabien au passage. Oui, c'est ça. Ah non, c'est ça. Fait que ceux qui le cherchent, parce que, qui se demandent où le commander, c'est ça. On peut Amazon, mais vous allez peut-être pas l'avoir tout de suite. Il y a Best Buy aussi qui l'a. Mm-hmm. Et si vous allez faire votre épicerie chez Walmart, vous arrêter dans la section vidéo, ils l'ont aussi chez Walmart. Donc. Ouais, j'imagine que Costco aussi, là. Toutes les grandes surfaces encore ouvertes, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. On va vous rappeler nos plus récentes émissions. Il y a eu le Star Wars en direct qui était dédié à être un fan de Star Wars dans les années 2000, qui étaient finalement les belles années de Star Wars. On a aussi le Star Wars littérature sur les BD L'ère de la rébellion. Et on rappelle aussi d'ailleurs les capsules de Star Wars 101 de Francis. Capsule super intéressante, excellent travail sur les capsules. Je voulais juste te dire, Francis, celui que tu as fait sur les romans, là, c'est vraiment super bien fait. Ouais, il est vraiment bon. Ouais. Ben merci. Écoute, effectivement, c'est celui qui a peut-être demandé le plus de travail. Là, dans le sens, ceux qui ne l'auraient pas vu encore, là, vous irez voir ça, il y a quand même de l'info pas mal dedans. Fait que ça a demandé quand même pas mal de travail. Et ça va en plus être mis à jour de façon sporadique. Là. On verra là, peut-être aux 6 mois ou aux années avec les nouveaux romans sortis. Mais vous avez une très courte description de chaque roman du canon, plus la note que l'équipe de Star Wars en direct lui a donnée. Et évidemment la chronologie, là, donc ça s'inscrit où au fil de l'épopée Star Wars. Donc non, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'air de beaucoup l'apprécier. Et tant qu'enregistré avec Cécilie, bon, on va remercier Cécilie aussi pour son coup de main avec les Star Wars 101 en début de saison. Mm-hmm. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé. Oui, et en le regardant, je me sentais comme pas du tout responsable d'être celui qui fait baisser les notes des livres Star Wars dû à ma critique. Ouais, t'es pas des pires. Dans certains cas, t'es pas dans les pires, effectivement. Non, c'est vrai. Ouais. Alright, donc on rappelle que vous pouvez joindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que participer à nos enregistrements live sur notre serveur Discord. Et aussi, vous pouvez montrer vos couleurs Star Wars en vous dirigeant sur la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et divers produits dérivés. Le lien pour la boutique sur la page Facebook, il y a un bouton Shop Now. Et si vous allez sur notre site starwars.direct, dans le menu, il y a aussi la section boutique. On en profite pour remercier nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Et sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, notre sujet ce soir est le Blu-ray du film The Rise of Skywalker qui est paru la semaine dernière. Ou le 20... Non, pas la semaine dernière. La semaine dernière, c'est ça, exactement. Donc, le film est disponible en version Blu-ray, en version Blu-ray 4K, en version numérique pour ceux qui n'aiment pas avoir une copie physique. Et c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de version DVD. En tout cas, j'ai pas vu de version DVD. Oui, il y en a un. Ah oui? Ouais, ben je l'ai vu au Walmart, là. Il y avait les 3 choix. Il y avait 4K, il y avait Blu-ray, puis il y avait DVD, finalement. Bon, ben, c'est aussi disponible en DVD.
Donc, on va pas parler du film. Je pense qu'on l'a assez critiqué lors de notre spécial sur l'ascension Skywalker. Quand je disais critiquer, c'était pas nécessairement négatif, là. Mais on a parlé en masse du film. On va plus s'attarder sur les bonus du DVD, ainsi que la qualité audio et vidéo du film. Donc, si on y va avec... on va commencer avec la qualité audio-vidéo. Donc, moi, je l'ai vu en version 4K. Donc, c'est la version que j'ai achetée. Et j'ai aussi testé le Blu-ray juste pour voir c'était quoi la différence entre les deux. Donc, côté qualité vidéo, j'ai remarqué que la version Blu-ray, il y a une faiblesse au début du film. C'est que le noir, il est très léger, surtout derrière lorsque le texte jaune apparaît. Donc, c'est quelque chose qui est corrigé immédiatement. Quand on regarde la version 4K, là, c'est vraiment la grosse différence. Ça ressort tout de suite, là, c'est vraiment flagrant. Il y a aussi beaucoup d'améliorations. Là, je parle du 4K comparativement au Blu-ray. Là. Il y a beaucoup d'améliorations des noirs qui ressortent beaucoup. L'exemple parfait, c'est lorsqu'on voit Kylo Ren qui communique avec la Force ou avec Rey, mais Kylo Ren, il est dans son vaisseau, il est dans sa chambre, sa pièce qui est toute blanche. Là. Le noir, là, ça ressort, là, c'est vraiment impressionnant. Je pense aussi c'est un des meilleurs exemples de l'amélioration de la balance du blanc là, dans l'ensemble du film. Là, je sais que je vais un peu technique là. Le blanc, il est vraiment pur, il est vraiment intense comparativement aux couleurs plates et crémeuses. Même, je trouve que le Blu-ray, ça faisait un peu couleur crème, c'était pas blanc. La saturation des couleurs et l'extension tonale est formidable. Le HDR donc si vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir une télévision 4K pour ça. Non, le HDR vous êtes obligé, excusez. Mais je veux dire, si vous avez pas si vous avez juste le Blu-ray du film, mais que vous avez une PS4 Pro, donc vous allez pouvoir avoir l'option HDR. Donc le HDR, ce que ça fait, c'est que ça améliore le contraste des couleurs. Et si vous avez la télévision pour, puis vous avez l'appareil pour lire le film là, qui a cette option-là, c'est vraiment ça fait vraiment une différence pour le film. Les exemples, c'est on voit vraiment des détails là, comme genre sur C3PO puis tout ça, là, des petits détails, tu sais, comme tu le vois tu vois des taches qu'il y a, tout ça, là, c'est vraiment excellent. Donc c'est pas mal ça. C'est ça. Donc si vous avez, moi je trouve en tout cas, c'est sûr que si vous avez les appareils pour acheter la version 4K, ça va vraiment devenir votre film exemple que vous voulez montrer aux autres là, comme hey, tu sais, j'ai investi, wow, tu vois que ça a l'air en 4K là, c'est vraiment c'est comme le démo à montrer. Mais la version Blu-ray est vraiment super belle aussi. Donc je sais pas si vous avez un commentaire sur la qualité vidéo, je sais pas si c'est quelque chose que vous portez attention ou pas. Cécile ou Francis? Moi aussi c'est le 4K de mon côté. Pour les couleurs, je saurais pas dire parce qu'honnêtement, ma télé est setée pour être tout le temps en couleur pétante là. OK. Donc c'est sûr que ça les déforme là, puis tu sais ça accentue beaucoup la saturation. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, pour la qualité de l'image, effectivement, moi j'ai pas fait le test, je suis pas allé essayer le Blu-ray pour comparer. Mais au visionnage du film, faut avouer que c'est magnifique. Je saurais pas dire si je comparais avec d'autres Blu-ray 4K, je saurais pas dire si c'est supérieur, tu sais, ou pas. Mm-hmm. Je sais que moi c'est avec le précédent Star Wars, donc les derniers Jedi, que là ça m'avait vraiment frappé, entre autres lors de la bataille de Crate. Ouais. La qualité justement dans le détail, etc. Mm-hmm. Là, cette fois-ci, j'ai eu beau chercher dans des scènes, tu sais, entre autres la base de la résistance, t'es dans la jungle, tu sais, il y a énormément de détails. Ouais. Mais c'est ça, j'ai pas, mais tu sais, c'est magnifique, là. Je dis pas que c'est raté, pas du tout. Mm-hmm. Mais c'est ça, j'ai pas autant fait le saut, on va dire, qu'avec d'autres, là.
Moi, dans le fond, c'est mon troisième Blu-ray Star Wars, là, 4K. Les derniers Jedi puis Solo, là, qui étaient disponibles, les deux seuls qui étaient disponibles jusqu'ici. Puis, c'est dans les 3 cas, c'était magnifique. Et comme tu dis, c'est des bons exemples. Je veux dire, une comédie, là, c'est tout le temps la peine de payer pour le 4K. Mais là, pour Star Wars, je pense que pour la différence de prix, en plus, qui est quand même négligeable, entre le Blu-ray et le Blu-ray 4K, je vous dis, sautez sur le 4K, comme tu dis, si vous avez la télé pour. Puis si vous ne l'avez pas, ben allez donc. Ben là. Allez donc l'acheter. Ouais, c'est très chiant pour les gens qui, évidemment, n'ont pas les moyens nécessairement, mais si le moment est venu de changer votre télé, je vous dis, passez à la 4K. Je suis le premier à avoir beaucoup attendu pour ça. J'ai pas embarqué dans la folie des télé 3D pis ces niaiseries-là. Ouais. Mais pour la 4K, là, faut avouer que la différence entre le 1080 et le 4K est phénoménale. C'est vraiment surprenant. Fait que c'est comme tu dis, c'est un parfait film. Par contre, celui-là est tellement dans de l'action non-stop que moi j'ai l'impression, quand je disais tantôt, j'ai remarqué plus le détail dans d'autres films, dont dans d'autres Star Wars. Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être à cause que celui-là est tellement action-packed tout le long, là, que ben, c'est sûr que quand ça bouge sans arrêt, ben, c'est un peu plus dur d'apprécier ça. Ouais. Bref, c'est ça pour l'image, en tout cas, moi j'ai trouvé ça impeccable. Alright. Cécilie, je sais pas si moi j'ai une télé HD bien ordinaire avec un Blu-ray, donc moi j'ai trouvé la qualité comme excellente. Les Blu-ray de Star Wars sont tout le temps comme parfait. J'ai aucun point négatif à donner sur eux. Il y a toujours des bonus que je regarde plusieurs fois parce que moi ça me fascine de voir la production des films. Donc j'aime ça voir comment le film a été fait. Donc pour ma part, honnêtement, la qualité audio-vidéo était parfaite en Blu-ray. J'ai pas testé le DVD. Puis j'ai pas de télé 4K, donc je pourrais pas me prononcer là-dessus. OK. Excellent. Alright. OK. Donc, si je vois avec le côté sonore, qui est le côté... donc, si vous avez le Blu-ray, là, je parle des versions anglaises. Je l'ai pas regardé en français, donc je sais pas quelle piste qui est disponible. Je sais qu'il est disponible en français, mais ce que je veux dire, je sais pas quel type d'audio qui est disponible. Donc, en anglais, sur le Blu-ray, c'est une piste DTS HD. HD 5.1. Et sur le 4K, c'est une piste Dolby Atmos 7.1. Et comme tout 4K de Disney, la piste sonore sur le 4K, il faut vraiment ajuster le volume parce que si vous l'écoutez au volume, mettons, normal que vous écoutez la télévision, il se passe rien. Ben, c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est que le son est vraiment mauvais. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont Disney avec leur piste sonore, mais si vous commencez à augmenter le volume un peu plus fort, c'est là que tout s'équilibre. Puis quand ça s'équilibre, ça pète, c'est wow. C'est vraiment là une piste de référence. Exemple, au début du film, lorsqu'on voit les Star Destroyer qui sortent de Hexagol, tu sais, tout tremble, puis que les morceaux de pierre s'arrachent parce que justement les Star Destroyers sont en train de lever, ou juste les combats laser puis tout ça, ou même sur Hexagol, lorsque tu sais, on entend les disciples Sith en arrière là, qui parlent là, qu'on n'entend pas vraiment ce qu'il dit, mais tu sais, on sait qu'il parle et ça sonne, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais le problème, c'est le fait qu'il faut ajuster le volume. Puis malheureusement, si vous êtes en appartement, vous allez faire chier vos voisins. Parce que c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que Disney, c'est la seule compagnie qui fait ça. Je sais pas c'est quoi. On dirait qu'ils s'imaginent que tout le monde écoute leur film avec le son dans le tapis. Tu sais, au bout, là. Ce qui est... C'est vraiment weird. Mais en tout cas, si vous avez le système qui vous permet de jouer Dolby Atmos, c'est vraiment là, wow. Quoique aussi, j'ai regardé le Blu-ray, puis le Blu-ray,
j'ai rien à dire non plus de négatif. La piste DTS HD est vraiment excellente. Il y a une différence entre le Atmos puis le DTS HD, mais pour une piste de Blu-ray, là, ça sonne vraiment super bien. C'est vraiment excellent film. Donc, je sais pas si vous avez des commentaires sur la piste audio. Ben, côté français, je te confirmerai là, pour avoir les trois pochettes dans les mains que les trois Solo, Last Jedi et celui-ci en français sont en 7.1. Donc pas en Dolby Atmos, mais sont en 7.1 là, Dolby, Digital Plus, etc. Bon, moi de toute façon, chez nous, je suis en 5.1 encore et c'est quand même un vieux système. Là. Donc je peux pas dire que c'est optimal, même si que ça fait quand même pas pire la job. Mais comme tu dis, j'ai remarqué aussi à un moment là, que la base était un peu intense. J'ai des pochettes de CD là, qui étaient empilées à côté qui sont tombées sur le plancher. Donc les enfants se demandaient ce qui se passait. Mais bref, c'est comme tu dis, par contre je saurais pas dire non plus, mais c'est vrai que j'avais remarqué aussi qu'avec les Disney il y avait je sais pas pourquoi, faut monter le volume plus élevé qu'avec n'importe quelle autre marque de Blu-ray. Mm-hmm. Mais je sais que Disney a toujours été à part dans la production de deux affaires. Là. Fait que tu sais, depuis toujours, là, ils ont toujours eu comme leur propre format à eux. Là. Ouais. Donc bon, c'est peut-être lié à ça. Sinon, comme tu dis, ça reste, tu sais, puis on reviendra pas sur notre critique du film lui-même. Moi je faisais pas partie de ceux qui étaient emballés, mais sur la qualité, écoute, c'est à la fois c'est splendide, à la fois pour l'oreille là, la piste de John Williams, puis tous les sons inimaginables là, c'est jouissif là. Ouais, effectivement. Cool. Cécilie, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Moi j'ai pas de système de son, j'utilise les speakers de ma télé, fait que que ça sonnait bien. La seule affaire que j'ai à dire, c'est surtout pour une bonne partie des films en général, je trouve que le son des explosions, des combats, tout ça, c'est trop fort. Fait que t'as tendance à réduire le volume. Puis quand que les gens parlent, t'entends rien. Fait que tu réajustes le volume. Fait que tu passes ton temps à monter et descendre le son. Puis c'est juste ça que je trouve. Je comprends pas pourquoi il y a juste pas comme égal tout le temps. Ou mettre les voix plus fortes, les explosions. On n'est pas obligé d'entendre l'explosion intense qui fait shaker la maison. Selon moi, là. Mm-hmm. Mais... Ouais, c'est ça. Ils veulent reproduire l'expérience que t'as dans la salle de cinéma où est-ce que tu sors à moitié sourd. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que t'es pas dans une salle de cinéma, t'es dans ton salon. Fait que... Ouais, non, c'est ça. D'accord. Ouais. Mais ça, moi, je dirais que c'est depuis un certain temps, puis c'est toutes les marques, là, toutes les compagnies. Mais ça fait facilement un bon 10 ans, là. Ben, en tout cas, au moins depuis les Blu-ray, puis je pense que Sylvain en avait longuement parlé aussi, quand il avait analysé les sorties Blu-ray là, de la trilogie originale puis de la prélogie. Mm-hmm. Puis c'est ça, il expliquait un peu le pourquoi du comment, là, mais c'est ça, étant pas spécialisé dans la question, je saurais pas vous l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est assez déplaisant ça d'être obligé de gosser tout un film de temps avec ta télécommande là, pour changer le volume. Ouais, c'est ça. Alright. Sinon, je sais pas si tu avais prévu en parler là on a parlé pour les yeux et pour les oreilles, mais l'aspect matériel, parce que ceux qui se procurent la version 4K, c'est quand même écrit édition de collection par excellence. Donc il y a un petit côté collectionneur là-dedans. Puis moi je voulais mentionner que pour une fois, cette fois-ci, on avait droit à une pochette différente des autres versions. Mm-hmm. Donc, les autres, dans le fond, il y avait quand même une espèce d'enveloppe de carton par-dessus, mais c'était la même chose. Là. C'était une reproduction en relief là, de la pochette du film, donc autant en avant qu'en arrière, tandis que là, vraiment, des deux côtés, la pochette de carton, on a droit à un artwork, là, un visuel complètement différent. Ceux qui ne l'auraient pas vu, ben dans le fond, c'est celle qu'on a utilisée pour la promotion de l'émission d'aujourd'hui. Hein, le X-Wing de Poe, là, seul face à toute une flotte de Star Destroyer. Qui était une affiche exclusive, je pense, pour les cinémas Dolby ou quelque chose comme ça, ou AMC, là, quelque chose comme ça. Là.
Puis vraiment belle en plus, là, tu sais, c'est le genre de choses qui fait un beau poster là, dans une chambre. Ouais. Puis à l'arrière, un peu le même principe, mais dans le fond, c'est le masque de Kylo Ren avec plein de Star Destroyer là, qui foncent sur le X-Wing. Donc vraiment, ça, je le souligne parce que sur les deux autres, j'avais trouvé ça dommage un petit peu. Surtout celle-là de Solo, en fait, on reconnaissait même pas le visage des acteurs tellement qu'ils avaient modifié au Photoshop là, le visage de tous les personnages sur la pochette. Donc cette fois-ci, c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve que c'est digne d'être appelé édition de collection. T'sais. Le Blu-ray est un peu décevant, là. Honnêtement. Ah ouais? Le Blu-ray, je le trouve un peu décevant. T'sais, la pochette est belle, la pochette en carton est vraiment belle. Il y a du relief sur le dessus pour le poster, mais le boîtier est très ordinaire. Il y a même quand tu l'ouvres, tu t'enlèves le CD bonus, t'as le logo de recyclage en arrière, là. C'est très c'est très ordinaire comme boîte, je trouve. Je sais qu'il y avait, je pense qu'il y a une édition spéciale de Walmart qui était disponible. Il y a l'édition Steelbook de Best Buy avec la couverture de Kylo Ren en avant puis c'est Rey en arrière. Ce qui est dommage avec les Steelbooks, c'est que par contre, en tout cas pour nous au Québec, c'est qu'il n'y a jamais la version bilingue, jamais la version française pour nous. Je pense qu'en France, d'habitude, ils l'ont. La leur, évidemment, là. Mais moi, j'ai jamais acheté les Steelbooks parce que c'est toujours la version anglaise seulement. Donc, ah, ça, je savais pas ça. Puis comme, c'est ça, je prends les Star Wars en famille avec mes enfants. Moi, je veux la version française. Ça, là, aussi, on ne l'a pas mentionné. Ça fait partie des choses, j'ai vérifié la piste sonore. Encore une fois, c'est ça, on n'a pas de traduction québécoise. Donc, contrairement à autrefois où est-ce qu'on avait et la version de France et la version canadienne. Donc, cette fois-ci, c'est comme pour les... Je pense en fait c'est depuis que c'est Disney qu'on n'a pas eu en fait de version québécoise. Peut-être que je me trompe là, mais... Ouais, il me semble que les autres films comme Solo puis... Les Derniers Jedi, il n'y a pas de version québécoise là-dessus. Non, il me semble que non, c'est ça. Ça fait qu'il faut remonter à la prélogie, dans le fond. Là. On avait vraiment les deux versions différentes. Là. Excellent. Juste avant qu'on passe au Bonnie, je vais juste donner un petit mot sur les qualités vidéo 4K des autres films, du moins de ceux que j'ai vus. On a déjà parlé des Derniers Jedi et de Solo, mais moi j'ai acheté aussi le Réveil de la Force et La Menace Fantôme. Le Réveil de la Force, qualité vidéo, c'est vraiment là, c'est vraiment super. C'est comme les Derniers Jedi et ce film-ci. Les côtés 4K, là. La grosse déception, c'est avec La Menace Fantôme. Et c'était clair que Disney n'a pris aucun effort ou plaisir à exporter ce film-là en format Ultra HD. Ils ont mis ce qu'on appelle... Ils ont mis beaucoup de ce qu'on appelle NDR, ce qui est un noise... c'est NDR, ouais, c'est ça. Qui est comme un noise reduction. Dans le fond, ça élimine les grains dans l'image. Mm-hmm. Et ce que ça fait, c'est que quand ils le font trop, le filtrage, ben tout a l'air plastifié. Fait que ça n'a pas l'air naturel du tout. Et c'est dommage parce que sur ce film-là, c'est clair qu'ils ont fait ça. Et en plus... ils ont pas comment je peux dire ça, ils ont pas augmenté la qualité ou le format, tu sais, comme des effets visuels en 4K. Fait que les effets visuels, tu sais, le film a été fait en 99, donc tu sais, on sait que les effets visuels à ce moment-là par ordinateur, les effets numériques, il y avait rien qui était fait en 2K ou en 4K là, c'était même pas je pense que c'était même pas encore en 1080 là. Donc, ils ont... Mais ils avaient quand même un peu amélioré, je pense, pour la sortie du Blu-ray, me semble. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, la version 4K, on dirait que c'est la version Blu-ray, mais à cause que c'est en 4K, c'est encore plus... Ça paraît encore plus mauvais. C'est à cause que, justement, l'image est encore plus claire. Fait que en tout cas, c'est sûr que la prélogie, c'était le festival quand même du CGI, hein. Fait que... Ouais, c'est ça, mais... ouais... Mais, tu sais, je me dis, OK, l'épisode 2 et l'épisode 3 ont été filmés sur caméra numérique. Hein? Donc, veut pas la qualité, en tout cas, si on comparait la Menace Fantôme avec l'épisode 2 et l'épisode 3 côté Blu-ray, la différence était flagrante, là.
Donc, j'espère que les autres, je les ai pas encore vus, je les ai pas, fait que je peux pas le dire. Mais en tout cas, je voulais faire part de ma déception pour La Menace Fantôme. Ce qui me fait peur un peu parce que moi, j'avais vu les autres films quand ils ont sorti sur Disney+. J'ai pas écouté les films, mais je regardais parce que c'est les versions 4K c'est les versions 4K qu'il y a sur les Disney+. Si vous avez une télé 4K, automatiquement, c'est la version 4K qui joue. Par exemple, la différence, c'est que un disque 4K est streamé en 4K, la qualité est pas pareille. Donc, la qualité du disque est supérieure à streaming, c'est normal parce que tu as beaucoup plus de ce qu'on appelle le bandwidth là, sur un disque que tu l'as quand tu fais du streaming vidéo. Et donc, la qualité est supérieure en disque qu'en streaming. Donc, c'était peut-être un peu moins flagrant. Mais honnêtement, quand je regarde ça, là, ça me fait peur pour la trilogie originale. Parce que je me dis, je sais pas ce qu'ils ont fait. Surtout les ajouts de 97. Là, ouais, donc, c'est ça. Jabba qui va visiter Han Solo. Là. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment être comme bizarre parce que ça sera pas constant comme qualité d'image. Mm-hmm. Fait que, ouais, en tout cas, on en reparlera dans un autre épisode futur lorsqu'on les aura vus. Je voulais juste le dire parce que j'étais déçu puis ça montre que Disney s'en foutait. Hein? Donc, c'est ça. Alors, maintenant que nous avons parlé du côté technique, nous allons maintenant nous concentrer sur les bonnies du Blu-ray. Donc, plusieurs petits documentaires. Petit, il y en a un qui dure quand même 2 heures. Là. Donc, plusieurs documentaires sur le disque. Et il y a aussi un petit documentaire qui est exclusif à la version numérique du film. Donc, ça, on y va avec vraiment la meilleure partie des bonus, qui est le documentaire de Skywalker Legacy, qui est un documentaire de plus de 2 heures sur le film. Francis, je vais te laisser nous en parler. Ouais, ben dans le fond, c'est bon de te donner l'avertissement parce que, tu vois, moi, comme plusieurs, j'imagine, j'ai mis ça en me disant, bon, ça va. J'imagine que ça va durer 40 minutes, 45 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que, quand même, 2h06, là, et pour expliquer aux gens, dans le fond, cette fois-ci, on n'a pas droit à un making-of unifié. Moi, ça m'a rappelé un peu sur celui de Solo aussi, c'était divisé en plusieurs... comme ici, là, donc un sur, mettons, les créatures, un sur les vous allez voir tantôt, on va en décrire d'autres, mais le premier, celui-là, on pourrait le dire que c'est le making-of, mais il faut avouer que en raison de la clôture de la saga Skywalker avec ce film-là, ben il y a un aspect très nostalgie et très plus global que juste le making-of d'un film. Mm-hmm. On est vraiment plus dans un documentaire, comme tu disais, donc ça s'appelle L'héritage Skywalker. Et honnêtement, que vous ayez aimé le film ou pas, que vous détestiez Disney ou pas, peu importe le type de fan de Star Wars que vous êtes, je pense que vraiment ce documentaire-là est à ne pas manquer. Je pense que ça va, si c'est déjà, j'ai pas vérifié, mais si c'est déjà disponible sur YouTube et compagnie, là, ailleurs, je pense que ça va être assez populaire parce que ça va vraiment rester comme une pièce d'anthologie. Honnêtement, je pense qu'on a autant l'aspect justement making of avec J.J. Abrams puis tout ça sur le film actuel que toutes les références au passé. Évidemment, c'est beaucoup par rapport à la trilogie originale. Mm-hmm. Mais on a beaucoup de petits behind the scenes là, de l'époque d'Harrison Ford, de Carrie Fisher et Mark Hamill. Donc, en tout cas, ça, je vous le dis tout d'abord, moi j'ai vraiment trippé, mais solide, j'ai adoré ce 2 heures-là, ça m'a beaucoup surpris. C'est vraiment pas comme un making-of unique de film. Et j'avais beaucoup aimé le précédent, puis ça avait été souligné par beaucoup de gens là, sur celui des derniers Jedi. Celui de Ryan Johnson, ouais. Le making-of était quand même très bon. Ouais. Contrairement à la scrap qu'on avait eue sur l'épisode 7 là, du Réveil de la Force, c'était indigne de Star Wars. Mm-hmm. En tout cas. Et d'autant, en plus, on l'a pas mentionné tantôt, mais tu sais, sur les achats pis tout ça, ben tu sais, moi, une des raisons qui me fait continuer d'acheter des Blu-ray,
ben souvent ça va être les bonus justement, ça va être tout le côté, tu sais, quand ils ont fermé Club Vidéo, tu sais, ils nous ont dit de toute façon vous pouvez toutes les avoir en ligne. Ouais, mais en ligne, tu sais, j'ai pas tous les bonus. Non, moi j'ai toujours aimé, après avoir écouté le film, me taper les bonus. Donc cette fois-ci, je vous préviens, ça vous prend la même durée que le film pour regarder les bonus. Je mentionnerais peut-être aussi avant d'aller plus loin qu'on n'a pas de scène coupée cette fois-ci. Donc on n'a aucune scène coupée sur ce Blu-ray là. Ça va peut-être en décevoir certains. D'autant que, évidemment, je suis pas dans le secret des dieux de la production de J.J. Abrams, mais en écoutant le documentaire, je me suis aperçu que certains moments, puis tu sais, le documentaire ça va relativement vite là. Mais il y a certains moments que je me disais, on n'a pas vu ça dans le film. Ouais. Tu sais, telle discussion entre tel personnage, il n'y avait pas ça là, dans le film. Ouais, puis tu sais, on le sait que certaines scènes aussi qui ont été finies, surtout comme le début du film, puis ils ont juste coupé à la dernière minute. C'est dommage que, comme tu dis, que ça n'a pas été au moins juste à titre de référence ou juste à titre de voir c'était quoi, qu'est-ce que ça avait l'air au début. Là. Ouais, c'est ça, parce que moi, je comprends très bien qu'il y a un film qui ait des scènes coupées dans la production. Je comprends très bien qu'une fois que tu fais le montage, tu t'aperçois qu'en termes de rythme, telle idée sur papier, tu sais, qui était bonne sur papier, ne fit pas dans le rythme d'un film. Mais, bon, là, cette fois-ci, il y a l'aspect rythme, mais on s'entend qu'il y a l'aspect que le film était trop long. Tu sais, ça a été dit amplement à l'automne, là, donc ils ont coupé, puis tu sais, dans un film très, très compacté en stock, là, en quantité, de tout ce qui nous arrive, là, puis qu'on doit digérer d'un seul coup. Donc c'est ça, c'est vraiment dommage cet aspect-là, mais c'est ça, dans le documentaire, vous en avez quelques petits bouts là, qui vous aident à comprendre un peu mieux ce qui a peut-être été justement coupé. Sinon, on a quelques répétitions, fait que je veux pas trop m'avancer sur certaines affaires que je sais que ça vient être répété un petit peu dans les documentaires suivants, ou en tout cas les clips suivants, qui focus un peu plus, par exemple, au niveau des cascades, au niveau de ci, au niveau de ça. Mais on voit, ce que j'ai ressenti beaucoup là-dedans, c'est la passion. Tu vois que c'est pas une production comme une autre. Il y a un aspect, là, tu sais, tu vois la passion chez les gens qui travaillent, ces gens-là tripaient Star Wars. Clairement. Et je pense que tout le monde était... Le fait que ce soit le dernier de la série, ou en tout cas de la saga Star Wars, la saga Skywalker, tu vois que ça avait une importance un peu pour tout le monde. Hein, tu sais, il y avait vraiment l'impression de travailler sur une œuvre un peu à part. Puis, en tout cas, c'est ça. Encore une fois, je veux pas revenir sur la critique qu'on avait faite. Moi, je fais partie de ceux qui préféreraient que J.J. Abrams ne touche plus jamais à l'univers Star Wars, si possible. Mais ce documentaire-là me l'a fait apprécier, Colin. Tu sais, le gars, clairement, est intéressant. C'est le fun de le voir travailler, de voir son processus créatif. Et tu vois à quel point, tu sais, déjà, le film est impeccable. On se cachera pas, là. Il fait une job. Mais là, ce documentaire-là, puis les autres aussi plus loin, ça te fait réaliser à quel point, du point de vue technique, c'est abouti, là, ce Star Wars-là. Et quelqu'un qui viendrait critiquer l'aspect technique, je serais curieux d'entendre. Évidemment, je suis pas un spécialiste non plus là, du cinéma, mais moi, ce qui m'a semblé à la lecture, c'est pas le bon terme, là, mais à l'écoute de ce documentaire-là, c'est que vraiment, là, ils ont réussi à rassembler les meilleurs talents disponibles, les meilleures technologies disponibles, et avec un budget, écoute, pratiquement illimité. Tu sais, un moment donné, ils focusent beaucoup sur le fait qu'ils sont allés poser des écrans verts dans le désert. Ouais. Puis là, je sais plus, même plus si c'est dans le documentaire ou c'est dans le suivant là, que Cécilie va vous décrire. Mais bref, parce que c'est ça, comme je vous dis, les choses se répètent un petit peu dans les deux. Mais, tu sais, faut quand même le faire. Mais ils ont fait ça juste pour pouvoir avoir le parfait éclairage dans toute cette séquence-là. Donc, au lieu de faire ça en studio comme George Lucas l'aurait fait au début des années 2000, où est-ce que tout était en studio devant des écrans verts, là, oui, ils ont amené des écrans verts, mais
pour garder l'éclairage naturel du désert de Jordanie. Fait que tu sais, faut le faire pareil. Sinon, tout l'aspect cascade, vous allez être servi aussi. On voit beaucoup comment c'est fait. On a quand même, peu importe quel acteur que vous préférez, ou tu sais, on en a pas mal pour tous les goûts là aussi. Entre autres, je pensais à Oscar Isaac qui était puis voyons, je cherche son nom, mais celui qui joue Finn aussi. John Boyega, que je trouve qui était un peu plus oublié dans les autres les deux autres films d'avant. Je parle en termes de surplus pis tout ça, là, d'entrevues pis tout ça. Là, vraiment, c'est le fun de voir. Puis l'aspect interaction aussi entre eux autres, puis J.J. Abrams, puis tout ça. À un moment donné, t'as Ray qui, je sais plus si c'est dans celui-là ou un autre, mais qui dit qu'elle essayait de se concentrer pour faire sa scène, mais celui qui opérait Dio, c'était JJ, puis il arrêtait pas de partir à rire, incapable de tourner la scène parce que non-stop, il était obligé de s'arrêter parce que J.J. Abrams arrêtait pas de rire. Bref, c'est ça, un beau bijou que ce documentaire-là. J'imagine que vous aussi, vous avez beaucoup apprécié. Oui, pour moi, c'était un excellent documentaire. J'ai trouvé émouvant par moments aussi quand on revenait à la trilogie originale. Et j'aurais voulu que ça dure plus longtemps que 2 heures, même si 2 heures, c'est quand même assez long, c'est la longueur d'un film. Mais étant fascinée par la production des films, ça m'a tenu en haleine du début à la fin. J'y donne genre 10 sur 10, là. C'est parfait, là. Même meilleur que le film, honnêtement, là. C'est un documentaire à voir. Tu parlais d'émotion, il y a tout l'aspect entre la mort, dans le fond, de Carrie Fisher, et il y a sa fille qui est très présente dans le documentaire aussi, donc ça, comme tu dis, beaucoup d'émotions là-dedans. Ouais, c'est ça. En fait, on a envie d'être amis avec Billie Lourd, hein. Elle a vraiment cool comme fille. Fait que, j'espère qu'elle va faire plein d'autres films là, au-delà de Star Wars. Moi, les petites choses j'ai 4 petites choses qui m'ont vraiment frappé. Premièrement, comme tu as mentionné, Cicely, quand il parle de Léa, surtout quand ils sont à un moment donné, c'est comme JJ, il dit devant tout le monde, il dit OK, ça c'est la première scène qu'on filme où Léa devrait être dans le film. Là, elle est pas là, puis là, tu sais, on aimerait ça avoir un moment de silence. Au lieu d'avoir un moment de silence, j'aimerais juste, tu sais, qu'on célèbre qu'elle est là, puis tout ça, puis là, tu voyais qu'il changeait, il expliquait comment il changeait le dialogue au fur et à mesure qu'il trouvait les scènes de Léa, parce que c'est des scènes coupées du Réveil de la Force qu'ils ont pris pour Léa. Puis que là, il ajustait ses scènes à elle, puis là, c'était comme, OK, il faut ajuster les dialogues en entour pour pouvoir matcher ce qu'elle dit, puis tout. Puis c'était fait sur le fly, hein, parce que ça faisait pas partie du scénario original. Il le faisait à mesure qu'il filmait. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Moi, la partie la plus drôle, j'ai trouvé, c'est quand il parle avec voyons, comment elle s'appelle, attends, je vais peut-être botcher son nom, là. Eunice Uthart, qui est la coordonnatrice des cascades. Elle est cool, elle est vraiment cool. Écoute, elle était intense au bout, cette fille-là, c'est... Mais, tu sais, quand elle explique, tu sais, comment que, genre, Adam Driver puis Daisy Ridley approchaient leur cascade puis tout, puis quand elle explique comment que Adam Driver était là, non, moi c'est moi qui fais mes cascades puis tout, puis elle était là, oui, tous les acteurs disent ça, mais ils sont pas capables puis nanana. Tu sais, en tout cas, je l'ai trouvé, était vraiment intense. 2 choses, je sais pas si vous avez remarqué. Premièrement, il y a juste une petite mention de la prélogie dans tout le documentaire. Ouais. Ça effectivement, j'ai remarqué. Et tous les extraits de George Lucas, c'est tous des vieux extraits qu'on a déjà vus. Ils l'ont pas invité du tout à ce documentaire-là. Ou ils l'ont peut-être invité puis il a fait comme fuck off, là. Donc, c'est bizarre parce que ça montre encore vraiment que la relation entre Disney et Lucas est pas là. Il y a pas de relation. Ouais. Puis, sur l'aspect prélogie, je pense que ça va aussi parce que le film revient beaucoup sur les références de JJ, tu sais, les hommages qu'il voulait porter, tout ça. Autant dans la postlogie que dans ce dernier film-là, ben ça va avec le documentaire. Là. Dans le film, les références à la prélogie sont minimes.
Ouais. Ils sont pratiquement pas là, tu sais, à part le fait que Palpatine en revient. Puis on voit un Battle Droid dans le... Ouais. Voyons. Ouais, effectivement, Dans le c'est ça, garage des de accessoires. Babu Frik, Ouais. ouais. Ben ouais, c'est ça, tu sais, il y a les vaisseaux à la fin, tout ça. Je veux dire, en termes de tu sais, que le monde va se souvenir, là, ok, ouais... En tout cas, mais ça, c'est pour ça que moi aussi, j'avais remarqué dans le documentaire, mais je me disais, ouais, ça fit avec le film, tu sais. Mhm. Ça me montre en tout cas que JJ, quand ils lui ont dit, ok, faut que tu fasses une conclusion à tous les 9 films, ouais, c'est ça, je pense qu'il a beaucoup focusé sur les 6 derniers. Ouais, parce que, écoute, même pendant le tournage du film, où je pense que c'était au Celebration, là, qui expliquait comment que, tu sais, on a beaucoup consulté George, puis tu sais, là, on voulait... fallait absolument que tout match, puis il fallait que, tu sais, George donne son accord, puis tout ça. Écoute, il y a aucun signe que ça... Ils en parlent même pas dans le documentaire qu'ils l'ont rencontré, puis tout. Ouais. Il y a aucune mention de ça. C'est vraiment, là, comme... Tu sais, c'est vraiment comme s'ils ont dit, tu mentionnes pas George, tu fais rien. Mais est-ce que vous saviez c'est quoi qu'il avait dit George par rapport à Disney juste avant qu'il signe pour la vente de Star Wars? C'est qu'il traitait Disney de white slaves. Ça, c'est après. Après qu'il ait vendu. Ah, c'est après? Ouais. Mais c'est quand même... J'imagine que Disney s'en est rendu compte. Ouais, mais il était frustré parce qu'ils ont rejeté son idée de sa trilogie. Parce que lui, quand il a vendu Disney, il vendait aussi l'idée de la nouvelle trilogie. Qui lui avait déjà tout fait, qui avait tout pensé, puis que Kathleen Kennedy, elle était d'accord, puis c'était ça, puis que Disney a fait comme, non, on va faire notre propre film. Mais, puis même... On peut mentionner que ça s'annonçait plate par ouais, les midi-chloriens. Ouais. Mais tu sais, le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été de George qui ont été refaites. Tu sais, comme que Luke soit en exil, ça, c'était une idée de George. Que Luke meurt, c'était une idée de George. Tu sais, c'est ça, tu sais, le monde critique beaucoup, George s'est pas impliqué, mais il y a quand même, surtout Rian Johnson, il a beaucoup mis des idées de George, puis c'est le film aussi le plus controversé de la trilogie. Mais que, tu sais, c'est le film aussi, je trouve, qui changeait beaucoup Star Wars. Mais en tout cas, on n'est pas là pour reparler encore du dernier Jedi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, c'est clair, la relation George-Disney, là, oublie ça. T'sais, même, je suis tellement surpris que quand il a ouvert les parcs Galaxy Z l'année passée, qu'il était là. Hein, je sais pas si vous vous rappelez, quand il a fait de la grosse présentation, George Lucas, il était là. Ouais, ça, je sais pas. Ils ont dû dire, là, un autre 4 millions, là. Ben, tu vois, ouais, ça, il y a l'aspect, mais tu sais, relation entre les personnes. Je pense qu'avec J.J. Abrams, il y avait quand même une très bonne relation. Mais, ouais, visiblement, il y a une petite cassure avec Bob Iger à quelque part. Ouais. Mais bref, pour revenir pour conclure sur l'histoire de la prélogie, une des choses, je sais pas si vous autres, ça vous a tiqué, si ça vous a accroché l'oreille, moi, c'est J.J. Abrams, un moment donné, qui vient dire dans le documentaire que sa scène préférée de toute la prélogie, parce que c'est le seul moment où il en parle, dans le fond. Ouais. Fait que sa scène préférée de la prélogie, c'est le fameux dialogue entre Palpatine et Anakin à l'opéra, où est-ce qu'il mentionne Darth Plagueis et compagnie. Ouais. Et la raison pourquoi ça m'a accroché, c'est que, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais il y a une vidéo qui avait beaucoup circulé quand ils ont relancé la franchise après le réveil de la Force. Dans le fond, c'est J.J. Abrams qui était dans un Comic-Con, je ne sais plus exactement c'était auquel, et se faisait poser la question par quelqu'un dans la salle si Snoke, justement, ça pouvait être Darth Plagueis, etc. Et honnêtement, ce qui avait beaucoup circulé à l'époque, c'est que visiblement, J.J. Abrams avait pas la moindre idée de qui était Darth Plagueis. Et pourtant, c'était juste après la sortie du livre. Hein, le livre Darth Plagueis était sorti pas si longtemps avant ça. Ouais. Donc, les gens avaient reproché à J.J. Abrams de rien connaître au niveau du canon littéraire puis tout ça. Fait que tout ça m'a surpris de l'entendre dire, ben, c'était ma scène préférée. Le seul moment dans un film où on entend ce nom-là, là, dans tous les 9 films, c'est là. C'était ma scène préférée, mais jusqu'à maintenant, on était certain qu'il le connaissait pas. Ouais, puis ce qui est drôle, c'est que d'après moi, il a écouté le film juste avant de commencer son tournage. Là. C'est possible. Mais en tout cas, écoute, il a tellement aimé ce que Palpatine dit qu'il le redit exactement mot pour mot dans le film. Ouais. Mais non, c'est cet aspect-là, ouais, j'ai trouvé que ça, c'est un peu comme
un peu comme dans celui sur Solo, le documentaire, tu sais, il y avait comme une discussion, une table ronde autour d'une table de sabac de tous les acteurs et du réalisateur. Puis c'est ça, on l'avait remarqué quand on avait fait l'émission, qu'il n'y avait aucune référence au réalisateur qui avait été mis dehors. Ouais. Bon, ben là, cet aspect-là, effectivement, je me suis dit, ouais, pas beaucoup de références à Lucas, puis pas bien de référence à Rian Johnson non plus, là. Tu sais, quand il est sur l'aspect, faut qu'il rebondisse sur l'histoire de Rian Johnson, tu sais, puis conclure tout ça. Cet aspect-là, j'ai pas souvenir d'avoir vu absolument rien. Je pense que Disney voulait juste pas qu'on en parle, là. Ils veulent que tout ait l'air parfait, donc ils évitent les trucs négatifs, là. Mais tu sais, sinon, c'est ça reste que le gars a livré un produit quand même phénoménal, là, je pense. Même si c'est ça, je trouve tellement dommage qu'il ait pas confié les scénarios à quelqu'un d'autre, là, mais bon. C'est ça. Cet aspect-là aussi, il y revient, mais pas longtemps. Au début du documentaire, sur l'aspect écriture, tout ça, là, on passe très très vite par-dessus ça, là, tu sais, il mentionne quelques affaires justement qu'il voulait ramener, puis mais sur tout le processus, tu sais, le story group, zéro référence dans tout le documentaire. Ouais, puis même quand il parle, comment il s'appelle le co-scénariste, le Chris Terrio, je pense, qui dit il dit moi j'étais un fan fini de Star Wars, tu sais, fait que quand JJ m'a approché pour écrire le film avec lui, là, c'était comme tu sais, là, j'étais comme, moi, j'étais un fan, là, en partant. OK. Fait que c'est, en tant que fan, c'est comme quoi, tu dis que, hey, on m'a réutilisé des affaires qui ont déjà été faites. Moi, en fait, quand j'ai vu ce bout-là, j'ai plus eu envie d'y crier, ouais, mais telle contradiction, telle affaire, tel détail, mais bon. Je me suis dit que ma télé allait pas me répondre. La seule chose qu'ils ont dit sur, tu sais, en référence au dernier Jedi, là, c'est quand ils ont dit, OK, là, fallait trouver un méchant pour le film. Là, c'est comme... Il explique ça à un moment donné. JJ, que, tu sais, il fallait qu'il trouve un vilain pour le film. Ce qui est bizarre, parce que là, t'avais Kylo Ren qui était le vilain. Là. Mais, tu sais, puis là, il était là. OK, là, il savait plus quoi faire, parce que là, tu sais, Snoke était mort, puis tout ça. Puis là, ils ont commencé à... Là, il était là, il faisait comme du brainstorming, puis il disait, mais, tu sais... Si on trouvait une façon que Palpatine avait survécu, mais tu sais, tu le vois là que c'est pas planifié pantoute, là. Puis là, ils sont comme, oui, ça c'est une bonne idée, ok, on y va avec ça, on va développer ça. Fait que tu sais... Ouais, tu sais, le pire aspect, en tout cas considéré par la plupart des gens, le pire aspect de l'ancien canon légende, là, tu sais, des anciennes légendes, là, le clonage de Palpatine, ça c'est une bonne idée. On va ramener ça dans notre dernier film. Ouais, c'est ça. c'est ça. Le pire, c'est que dans le film, il ne mentionne pas que c'est un clone. Faut que tu lis le roman pour le savoir, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, l'affaire, moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est, puis on l'a dit plusieurs fois, c'est qu'il n'y avait aucun plan pour cette trilogie-là. T'sais, ils ont scrappé ce que George Lucas avait amené, mais ils ont pas fait de plan. C'est comme s'ils ont été au pif, là. Ils ont fait comme, OK, on écrit à mesure, on filme à mesure qu'on écrit, mais on pense pas à qu'est-ce qui va se passer pour les deux autres films, puis tout ça. C'est comme... Ben, ça va dans puis celui-là me confirme un petit peu aussi, encore plus, cette théorie-là. C'est que ça va aussi dans le... on a beaucoup comparé avec Marvel, et leur façon de fonctionner. Puis tu sais, c'est ça, il y avait pas l'aspect... le story group avait pas du tout le même rôle que chez Marvel. Tu vas avoir la vision d'ensemble, tu sais, puis on veut aller là, on a une phase 2, une phase 3, etc. Il y avait pas cet aspect-là. Ils ont donné un chèque en blanc à JJ, un contrat pour lancer ça au départ. Lui-même, il disait qu'il voulait... Tu sais, il aurait aimé ça toute l'affaire, mais que... il disait lui-même aussi qu'il est pas la bonne personne pour conclure des histoires, pour trouver des fins, tout ça. Je partage assez son avis, mais c'est rassurant quand il dit ça quand même, hein, c'est comme ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que encore plus cette fois-ci qu'au premier, où est-ce que les risques étaient peut-être plus grands, hein, tu sais, ils venaient de payer Lucasfilm 4 milliards, puis tu sais, il fallait qu'ils se rentabilisent tout ça. Ouais. Mais cette fois-ci encore plus, ils ont vraiment donné un chèque en blanc à J.J. Abrams. Ouais, c'est ça. Avec le résultat qu'on a eu, je sais que plein de gens ont adoré, là. Mais sur cet aspect-là,
Je sais pas, là, j'ai pas l'impression qu'ils l'ont forcé à retravailler son histoire beaucoup. Tu sais, mettons, un scénariste normal, là, serait arrivé, là, puis ça aurait pris 2 ans de changement au scénario avant de finir par être filmé. Tandis que là, j'ai l'impression que c'était ça le chèque en blanc, là. Tu sais, il est arrivé avec son histoire, puis il l'a fait. Ben, même JJ, il dit dans le documentaire, il dit « Je pensais jamais revenir pour faire le 3e film. » Puis il dit « Là, je suis là. » Puis il dit « Tu sais, je le fais là. » Comme il dit « Ah, je suis tout excité. » Puis tout ça. Mais tu sais... Fait que, tu sais, c'est bizarre. C'est comme si... Parce que, tu sais, à un moment donné, supposément que c'était Rian Johnson qui allait faire le dernier film, qui était supposé faire le 2e puis le 3e film. Mm-hmm. Puis là, c'est comme si... là, Disney a vu comment que les fans ont réagi face au dernier Jedi, puis ils ont fait comme, ouais, ok, Rian Johnson, c'est peut-être pas une bonne idée, là, on veut pas finir ça de même, là. Puis là, ils ont fait comme, hey, tu sais, on peut ramener JJ, le monde a quand même apprécié le réveil de la force, tu sais. Mais il y avait pas un autre réalisateur avant, même? Ouais, il y avait, comment il s'appelle, Colin Trevorrow. Colin Trevorrow. Mais c'est ça, mais quand lui il est parti, quand ils l'ont mis dehors, là, c'est ça, la rumeur c'était Rian Johnson, c'est lui qui allait faire le 3e film. Ouais. Puis là, c'est ça, comme là, la réaction de Disney, parce que Colin Trevorrow, il avait été mis dehors avant que le film sorte. Tu sais, là, avant que les derniers Jedi sortent en salle. Puis quand les derniers Jedi sont sortis, côté critique, c'était comme wow, tu sais, les critiques étaient toutes là, c'est le meilleur film Star Wars, blablabla. Mais les fans, ils ont fait comme non. Puis là, c'est comme si Disney a fait comme OK, Rian Johnson, non, OK, on va... ramenons quelqu'un de plus safe, là. Ben, tu sais, c'est ça, quand tu dis Disney, moi, j'ai l'impression on est beaucoup rendu dans une logique de décision par des assemblées d'actionnaires. Où est-ce que le but, c'est de surtout, comment dire, pas faire peur aux actionnaires, puis de les sécuriser. Puis, faut pas oublier qu'il y a eu le semi-échec commercial de Solo. Ouais. Hein, donc là, vraiment, fallait comme livrer, tu sais, donner une sécurité là, à toute épreuve. Puis J.J. Abrams, ben, c'est rendu ça. Hein, tu sais, tu mets son nom sur la pochette, puis c'est ça, ça va être un succès. Mais tu sais, ça apporte un point, parce que tu l'as mentionné plus tôt. Tu sais, je comprends Disney, tu sais, c'est comme, hey, on a investi dans Star Wars 4 milliards, faut refaire notre argent, puis écoute, ils l'ont plus qu'ils refait, là. Mais ce que je veux dire, c'est comme, fait que tu sais, ils voulaient tout contrôler. Mais, tu regardes ce que parce que, tu sais, Marvel, ça appartient à Disney, là. Puis tu regardes ce que Marvel fait, puis, tu sais, t'as pas de Disney qui sont tous après Marvel, comme non, tu fais pas ça, puis non, tu vas pas faire un film de même, puis non, les Avengers, ça va pas finir comme ça. Tu sais, eux autres, ils ont leur ligne directrice, comme tu disais, ils ont leur comment il s'appelle, Kevin Feige, qui tu sais, lui, qui est en charge de l'histoire, là, comme le story group de Marvel. Puis ils suivent cette ligne directrice-là, puis avec succès, là, tu sais. Tu peux aimer ou pas aimer les films de Marvel, mais tu peux pas, tu sais, il faut au moins que tu reconnaisses que la façon qu'ils font les films, ça marche, mais ça marche pas à peu près, là. Tu sais, les histoires sont cohérentes. Aussi, c'est ça qu'il faut à Star Wars, c'est ça que ça prend. Puis le documentaire, malheureusement, montre tout à fait le contraire. Ouais, cet aspect-là, effectivement, qui est dommage, mais c'est ça, moi, je continue de penser que ça va rester juste à cause... Évidemment, il y a la mort de Carrie Fisher, mais tu sais, juste pour tout le reste aussi, là, le documentaire porte bien son nom, c'est vraiment pas un making-of unique de ce film-là. Ouais. Même si certains par bout, effectivement, tu tombes dans des aspects plus making-of traditionnels, là, tu sais, qui nous montrent comment c'est fait. Mais pris au complet, là, pris les 2 heures au complet, c'est vraiment un documentaire sur... la saga Skywalker. En tout cas, sur la conclusion de la saga Skywalker. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Alright. Donc, en tout cas, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Même à certains moments, c'est meilleur que le film, ce documentaire-là. Quoique j'ai bien aimé le film, là, mais les documentaires, là, comme tu disais, t'as mentionné celui des derniers Jedi, là, ou comme celui qui avait été fait pour l'épisode 1 avec, là. C'est des bijoux de savoir, tu sais, comment qu'ils pensent, puis comment que tout tu sais, on te regarde le film, essaie de voir tout ce qui est en arrière de tout ça, là. La machine qui est en arrière de ça, c'est toujours super impressionnant puis super intéressant à voir, là. Donc, ça... Puis la qualité est là aussi, tu sais, des fois, tu sais, puis bon, évidemment, on ne remontera pas à l'époque de la prélogie puis des premiers DVD avec des bonus, là. Ouais.
Mais, tu sais, là, même juste pour le making-of, ou en tout cas le documentaire, il y avait des caméras sur des drones pis tout, là, tu sais, on n'est plus à l'époque où quelqu'un se promenait avec une webcam, là, quasiment, tu sais, pis que la qualité était à chier. Là. Là, vraiment, même pour ce documentaire-là, ils ont sorti l'artillerie lourde. Ouais. Alright. Donc, le deuxième documentaire, le plus long, qu'il y a sur les bonus, s'appelle Passana Pursuit, Creating the Speeder Chase, qui est un documentaire d'environ pas loin de 15 minutes. Ouais. Donc, Cécilie, je vais te laisser nous en parler. Ouais, dans le fond, c'est consacré au speeder et à leur conception. Fait qu'on passe à travers les premiers designs, on passe dans l'atelier, fait qu'on voit vraiment comment toutes les speeders sont créés. Et on voit aussi les producteurs qui s'assisent ensemble, qui se demandent comment ils vont tourner ça de façon technique. Donc, on voit aussi la façon dont ils ont fait les tests dans le désert, en studio. D'ailleurs, Jeff t'en avait parlé, là, ou c'est Francis, par rapport aux écrans verts dans le désert. Ben, c'est à ce moment-là qu'on en parle. Ce qu'ils voulaient recréer parfaitement le soleil de la Jordanie, parce que par ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué. Et on suit aussi la deuxième équipe de tournage, parce que sur un tournage américain, au Québec, c'est moins important. On n'a pas deux équipes de tournage, mais la deuxième équipe s'occupe surtout des prises de cascade, des explosions, tout ce qui est fait avec des acteurs secondaires aussi, ou des prises de vue. Donc, on voit un peu comment eux autres, ils travaillent, qui passent les tests aussi pour les cascades, les explosions, pour que ce soit sécuritaire aussi, parce que pas une explosion, si c'est mal préparé, puis que la personne est mal préparée pendant la cascade, elle peut vraiment se blesser ou mourir. Ouais. C'est clair, mon plus jeune, quand on regardait ça, il dit c'est des vraies explosions, ils font vraiment des vraies explosions. Oui, ça peut être dangereux par moment, là. Ouais, fait que... On est loin, c'est ça, de tout en CGI comme à une autre époque. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ok, bon, c'est tout. Ouais, ben, je veux dire, je vais pas rentrer dans les détails, là. Non, parce que c'est moi, là, qui j'ai manqué mon cue, là, désolé. Moi, je sais pas si vous avez été surpris d'apprendre que les fameux speeders, ben, même pas comme ça qu'il faut les appeler, là, mais les véhicules du premier ordre dans cette poursuite-là, c'est des motoneiges modifiés. Ouais. C'est carrément... tu sais, t'as tout le design derrière ça, là, donc, puis tu parlais tantôt sécurité, cascade, tout ça, c'est drôle parce que c'est là qu'on a vu aussi que la fille que tu parlais tantôt, la chef au niveau cascade, était... j'ai perdu son nom, là. Eunice. Ouais. Mais c'est ça, elle négligeait pas ça pendant tout, même au niveau du design des véhicules, donc que Poe, Finn, Rey et compagnie là, vont utiliser. Tu voyais que ça a été fait en fonction de l'aspect sécurité. Fait que tu sais, il y a vraiment un garde de corps tout le tour et tout ça là, pour qu'ils soient. Puis ils sont attachés de toute façon. T'as Anthony Daniels qui disait non, je veux pas m'attacher, tu sais. Puis il a pas eu le choix de l'attacher de force. Fait que non, c'est tout cet aspect-là, c'est intéressant de voir. Puis c'est-tu dans celui-là ou dans le en tout cas c'est ça parce que là on a comme trois documentaires qui parlent du désert. Mais on a l'aspect aussi parce qu'à la fin de la poursuite, ils tombent dans des espèces de sable mouvant. Ah non, c'est dans le Skywalker Legacy, je pense qu'on voit comment c'est fait. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était bien intéressant. Puis tu parlais de sécurité là, dans le fond, faut que les acteurs ils étaient sur des plateformes, puis là, dans le fond, ils s'enfonçaient dans le sol, puis c'était des des fives noirs, séchés. Ouais. Puis, mais tu sais, t'avais Daisy Ridley qui essayait de contrôler ses crises de panique. Complètement parce que pendant paniquée, quelques secondes, il fallait qu'elle arrête de respirer, qu'elle tienne sa respiration avant de se faire sortir. Ouais. Mais bref, c'est ça, c'est tout l'aspect sécurité, tu vois qu'ils niaisent pas avec ça. C'est clair que quand tu réécoutes les making-of de vieux films des années justement 70-80, on n'était pas dans les mêmes soucis de sécurité, mais pas du tout. Mais non, moi j'ai trouvé ça intéressant, puis honnêtement dans le film, tu sais, j'avais écouté 2 fois le film avant ça au cinéma. C'est pas, tu sais, la poursuite est intéressante, mais j'avais pas remarqué effectivement que là c'est vraiment bâti comme une poursuite automobile, mais dans Star Wars. Puis c'est pas quelque chose qu'on avait tant eu dans les autres Star Wars. Évidemment, il y avait
plus ou moins une poursuite dans l'attaque des clones, là, Obi-Wan puis Anakin, mais tu sais, c'était rien à voir avec ça. Là. Non. Donc c'est vrai que là, on a l'esprit de la poursuite automobile classique à l'américaine, là, tu sais, qu'il y a dans beaucoup de films, mais adapté à Star Wars. Ouais. Donc, c'est ça, je l'ai d'autant plus apprécié en voyant la quantité de vraies explosions, de vrais effets, de matériel, puis de vraies cascades, là. Malheureusement, effectivement, il y a, comme tu disais tantôt, Jeff, ou en tout cas tu mentionnais Adam Driver, donc ça semble être le seul qui a fait 100% de ces cascades. Ouais. Peut-être qu'il faut dire aussi qu'il y avait d'autres cascades plus dangereuses que d'autres, là, entre autres justement dans cette poursuite-là, à la fin, là, quand il se crache. Mais là aussi, tu vois là, quand c'est des acteurs, quand c'est des doubleurs, etc. Fait que c'est quand même bien intéressant, ça aussi. Alright. Donc, prochain petit documentaire, c'est celui qui s'appelle Aliens in the Desert. Et Francis, je vais te laisser en parler. Ben déjà, avec le titre, tu sais, quand tu vois le titre, tu te dis, OK, il parle des créatures, il parle des aliens qui font une espèce de festival là, dans le désert. Mais on comprend relativement vite que c'est plus employé à la façon... parce qu'en anglais, hein, les gens qui arrivent de l'étranger, ils vont les appeler des aliens. Par exemple, quand on parle des migrants, etc. Là. Donc, c'est plus en ce sens-là, c'était pour montrer à quel point ils ont envahi la Jordanie. Ils ont carrément créé une petite ville dans le désert. Il expliquait que à certaines journées, ils servaient au-dessus de 1500 repas, 1500 personnes dans la journée, là, le service de cafétéria qu'ils avaient créé. Donc, c'est quand même stupéfiant là, quand tu regardes ça. Et évidemment, on voit qu'il y a l'armée, comme dans tous les tournages là-bas, il y a l'armée qui a été mise à contribution, que la commission royale du cinéma là-bas, là, c'est loin d'être juste, tu sais, dans ben des pays, dont ici au Québec, ben ça va être un peu un office de tourisme pour producteurs, tu sais, où t'as l'aspect financier et tout ça. Tandis que là-bas, ils s'impliquent vraiment dans le tournage, tu sais, ça devient quasiment une équipe ou en tout cas un soutien logistique au tournage. Fait que c'était bien intéressant. Et ils sont sur un site protégé de l'UNESCO, hein. Où est-ce qu'ils ont filmé, fait que là, c'est ça, ils montraient à quel point il fallait qu'ils respectent tout ça. Ils n'avaient pas le droit de se promener n'importe où dans le désert comme ils feraient, par exemple, d'un désert américain. Et il y avait l'aspect aussi, je pense qu'il y avait, c'était 4 ou 6 sites de tournage. Fait que là, il y avait bien peur que les gens se perdent dans le désert. Fait que là, c'est ça, ils ont été obligés de créer tout un système de logistique, là, de routes colorées, puis tout ça, ils disaient, se sont inspirés des centres de ski, là, des couleurs, puis tout ça, des codes de couleurs. Mais parce que c'est ça, je ne le savais pas, mais on apprend là-dedans que vraiment les sites étaient très éloignés un de l'autre. Et que bon, évidemment, dans le désert, tout ça ressemble un peu. Fait que facile, c'est vrai que c'est facile de se perdre. Mais c'est ça, ben des belles surprises là-dedans. Il y a aussi, par contre, les fameux aliens qu'on voit là, lors du festival, et tu vois toute leur leur entraînement là, parce que c'est là aussi il y avait beaucoup de soldats de l'armée jordanienne qui servaient de figurants pour ça. Et c'est ça, ils ont tout, tu sais, ils font une espèce de danse là. Une chorégraphie, ouais. Une chorégraphie, donc non, c'était bien le fun. Tu sais, comme tu disais tantôt, Cécilie, pour les gens intéressés sur l'aspect production, c'est le fun, parce que tu sais, des fois, les making-of, ça va être des petits behind the scenes là, des acteurs principaux puis du réalisateur. Tu sais, là, on tombe plus dans l'aspect technique, vraiment, là. On est sur on est vraiment sur l'équipe de production, là, qui visiblement était assez énorme. Ouais. Puis Nico Crank sur le chat nous rappelle que les aliens s'appellent les Aki-Aki. Oui. Et on a vu la part de vrai, la part de numérique rajoutée par après. Ouais. Et j'ai bien aimé aussi, tu voyais que les bébés, c'était toutes des marionnettes. Et qu'il avait carrément créé une fosse, tu sais, une cave dans en dessous du... Ouais, c'est ça, en dessous. Il avait creusé une cave et c'était des marionnettistes. Puis je pense qu'il était genre 14 dans le trou, là. Je pense... Ah non, c'est dans un autre plus tard, au pire, on en parlera plus tard. Mais il y avait justement Mike Quinn il était là, dans un des documentaires, là, que certains d'entre... T'étais-tu là au Shawicon, Cécile? Non, je suis pas là.
J'ai fait le montage, Ok. mais j'étais pas là. J'allais dire, certains d'entre vous ont rencontré, mais c'est ça, c'était Malgus et Ouais. Julien, je pense. Fait que c'est ça, un petit documentaire bien le fun. Mais plus court, celui-là, juste 6 minutes. Alright. Et le prochain qu'on voit, Cécilie, s'appelle Dio Key to the Pass. Ouais, c'est un petit bonus de à peu près 5 minutes. C'est pas très long. Dans le fond, on passe de la conception du droïde Dio. On découvre les premiers designs, même la façon qu'il a été manipulé. On voit qu'il a été manipulé un peu comme BB-8 dans The Force Awakens, avec une espèce de bras mécanique dans le robot avec un gars habillé tout en vert qui le fait bouger, un peu comme une marionnette. Ensuite, on va aussi à la création des sons et de la voix du droïde. JJ avait une idée tellement précise de la voix de Dio que Matthew Wood, c'est pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est le concepteur sonore dans les prequels. Il fait la voix de Grievous, je pense, c'est les droïdes séparatistes. Je pense qu'il fait d'autres voix aussi, mais il lui suggère de prêter sa voix au robot. Parce que c'était tellement comme précis, puis Mathieu était comme, c'est parce que c'est JJ, c'est la voix de JJ, tu sais. Donc, JJ lui prête sa voix pour tout le long du film. Moi, j'ai trouvé que, au début, la première fois que j'avais vu le film, j'ai pas réalisé que c'était JJ Abrams qui parlait. Mais c'est quand on me l'a dit, j'ai fait, c'est vrai. C'est vraiment sa voix qui est vraiment, elle est quand même modifiée un petit peu, mais on peut la reconnaître quand on sait que c'est lui, là. Ouais, tu vois que c'est un peu son... tu sais, il est un peu en amour avec ce personnage-là. Ouais. Ah ouais, c'est Il ça. voulait... c'était pas juste le fait d'ajouter un droïde, là. Ouais. C'était, Mais il y a une... Et c'est-tu dans celui-là qu'on voit donc le droïde logo là, de sa compagnie? Qu'on le voit à profusion? C'est peut-être dans l'autre sur les créatures, là. Le quoi? Mais Le Bad tu sais, l'espèce Robot, de le logo de Bad Robot, Non, là, j'ai c'est une pas. espèce de robot rouge. On le voit à de nombreuses reprises, entre autres dans Skywalker Legacy, puis dans un autre, là, soit celui-là, Ouais, c'est ça, là. ou c'est l'autre parce- sur les créatures. C'est ça, là. Puis, je sais pas, on le voit dans le film qui est dans l'atelier de Babu Frick, là. Ouais, c'est ça, au même endroit que le droïde séparatiste, Ouais, c'est ça. le Battle Droid. Alright. Et l'avant-dernier documentaire qui s'appelle Warwick and Son, Francis. Ouais, dans le fond, comme le nom l'indique, moi je me disais, ok, ça va être Warwick pis d'autres Ewoks, là, tu sais, pour les gens, rapidement, Warwick Davis, celui qui jouait notre Ewok préféré, Wicket, et qu'on a revu dans La Menace Fantôme, dans Solo, dans Rogue One, dans... J'en oublie ça. Je pense qu'il était dans les derniers Jedi aussi. Ouais, il me semble je que me demande ouais. s'il est peut-être dans l'épisode 2 ou 3, mais je suis pas certain. Fait qu'honnêtement, c'est comme un mini-documentaire sur Warwick. Mais là, surprise, c'est que au moment où on le voit dans l'épisode 9, parce qu'on on voit des Ewoks, l'épisode 9, c'est bel et bien Wicket, le même que dans l'épisode 6, et il est accompagné cette fois-ci de son fils. Et dans le costume de son fils, c'est son fils. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment Warwick et son vrai fils qui a joué... Puis tu sais, ça a l'air que c'était pas tout le temps évident, là. C'est des costumes chauds et tu vois rien, apparemment, là, par les yeux. Fait que, c'est son jeune fils de je me souviens plus quel âge, qui joue le fils de Wicket, le rôle du fils de Wicket. Et c'est ça, t'as un petit côté, mais c'est intéressant de voir parce que il élargisse un peu plus à la relation de Warwick Davis avec Star Wars, comment il a été recruté la première fois pour le retour du Jedi et comment en harcelant Lucasfilm, il a réussi à avoir des rôles dans les autres films. Ça a l'air qu'il lui répondait là, arrête d'envoyer des fax là, parce que la machine elle manque de papier à cause de toi. Mais fait que ça, les fax, là, c'était avant les courriels. Ouais, ça, je sais c'est quoi. Bref, non, c'est ça, c'est bien le fun. Tu vois que le gars est un passionné de Star Wars à fond, là. Ouais. Puis c'était le fun en même temps de revoir tout. Moi, il y a plein de rôles que je savais pas que c'est lui qui avait fait. Donc, c'était le fun de voir tout ça. Ouais, je pense même qu'il était dans Indiana Jones. Puis, là, je sais aussi qu'il était dans Harry Potter et tout ça, là. Mais bon, ouais. Cool.
Et dernier documentaire sur le disque de Rise of Skywalker qui s'appelle Cast of Creatures, Cicely. Oui, c'est un petit documentaire de près de 8 minutes qui est consacré aux créatures et aux aliens qui se retrouvent dans le dernier film. Certaines créatures sont des marionnettes, d'autres des animatroniques, ou d'autres c'est des acteurs costumés. On suit les étapes de la conception des aliens, les sketchs, comment ils ont été créés en atelier, et même jusqu'au tournage. On voit aussi la création de Maz Kanata dans le The Force Awakens. Elle était complètement créée par ordinateur. Mais cette version-là est un animatronique contrôlé par quelqu'un hors champ portant une combinaison de capture de mouvement. Donc, elle bougeait live avec il y avait une fille dans un costume juste à côté qui faisait bouger les bras et tout, là. C'est débile, mais comment la technologie est rendue, hein. C'est... Ouais, tu sais, à l'air de rien, ça fait pas si longtemps, là, tu sais, c'est en 2015, là, le réveil de la femme. Ouais. Ça... Aussi... ça permet aussi aux effets spéciaux, ceux qui travaillent pour les effets spéciaux, d'avoir moins de travail à faire. Au lieu de créer complètement une créature au complet, ben là, ils ont juste à ajuster des affaires pour le rendre un peu plus réaliste, parce qu'on voit bien que c'est un peu un robot. Il y a aussi les Orbrak, qui est les chevaux de l'espace, qui sont en fait des vrais chevaux couverts de longs poils, mais ils pouvaient pas mettre trop de détails dans le visage du cheval parce que ça pouvait couper sa vision. Donc, il y avait des tapes oranges à certains endroits sur le cheval pour que par la suite, par ordinateur, on puisse rajouter les détails puis que ça ressemble plus vraiment à un cheval, finalement. Il y a aussi le... Ouais, ils mettent l'accent sur les fameuses oreilles des chevaux, là, ils sont bien fiers du mouvement des oreilles dans le film. C'est vrai que c'est hyper réaliste, là, faut avouer. Ils sont obsédés avec les chevaux, hein, dans cette trilogie-là. Hein. C'est dans les derniers Jedi, puis ceux-là, et... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi le serpent, je sais pas c'est quoi le nom du serpent dans le grotte, parce que Rey, dans le fond, elle soigne avec la force. C'est en fait une énorme marionnette contrôlée par plusieurs personnes. T'as quelqu'un qui, avec une manette qui contrôle les expressions faciales. Il y en a d'autres qui font... Il y en a un, je pense, dans le costume qui fait juste bouger son corps pour faire en sorte que ça fasse comme un serpent. Il y en a un autre qui s'occupe de la queue. L'autre qui s'occupe de la tête avec des espèces de manivelles. Donc, c'est vraiment impressionnant parce que en même temps, ça l'aide aux acteurs à acter un peu mieux, être plus dans l'univers, parce que quand tu regardes un green screen, c'est dur de trouver l'émotion puis d'être un peu comme, tu sais, ils ont peur du serpent. Quand il y a rien, c'est difficile d'avoir peur quand il y a rien. Mais là, le serpent, il est là puis il ressemble, là. Ouais, c'est quand même réaliste. Avec l'espèce de liquide qu'ils mettent sur les dents, là. Ouais, une espèce de bave. C'est ça, c'est vraiment comme très bien détaillé, fait que ça fait en sorte que les acteurs, ils sont plus dans l'univers puis plus dans leur personnage. Ça m'a fait penser un peu à comment il avait fait Jabba dans le Retour du Jedi, où il y avait genre 5 personnes dans le costume de Jabba. C'est ça, Un qui contrôlait les yeux, l'autre la bouche, l'autre la queue, puis... Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ce documentaire-là parce que ça montre à quel point la création des aliens est complexe et minutieux, mais ça donne un résultat extraordinaire. C'est vraiment beau, là. J'imagine dans celui-là aussi qu'on a Babu Frick. Oui. Non, c'était pas dans celui-là, non. C'est dans le... Ah, ok, c'était dans le grand. Mais c'était quand même stupéfiant. On est rendu, tu sais, parce que c'est tout petit. Ouais, ils sont genre 5 après, là. Grand, là. Et puis, je me souviens plus, il disait, mais le nombre de cerveaux moteurs qu'il y avait là-dedans, c'était phénoménal, là. Donc, c'était assez stupéfiant. Quand il, tu sais, là, il repose, tu les vois reposer le visage, tout ça, sur la créature. Puis là, ils le mettent à on, tu sais, puis ils le font bouger. Là, c'est hallucinant, ça a s'y méprendre. Clairement, en termes de retouches informatiques, là, il y en avait pas tant que ça par après, là. Et bon, j'imagine que c'était dans l'autre aussi, mais une de mes surprises par rapport à Babu Frick, son atelier puis tout ça, c'est le fait que visiblement ça a été tourné, cette planète-là, ça a été tourné en extérieur, quelque part où il faisait fret, pour vrai. Ouais, quand Rey elle se bat avec Kylo dehors, là, elle disait qu'il faisait fret, là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont mentionné c'était où le tournage. Fait que non, j'ai pas. C'est pas une info que j'avais.
Mais, tu sais, parce que souvent dans les films, on le sait, là, c'est pas de la vraie neige, puis c'est pas... Bon, là, probablement que c'était pas de la vraie neige, mais Il faisait froid, ouais. au moins il faisait Ouais. fret. Mais, ouais, ça, les créatures, de toute façon, dans chaque film de Star Wars, c'est toujours Ouais, c'est mémorable impressionnant. de voir comment ils mettent vie. Évidemment, à l'époque de la prélogie, c'était un peu plus décevant. Ouais, c'était là, des parce que, CGI, on était puis dans Yoda, du- ben c'était une... Je C'est pense que ça. c'était une balle de tennis sur un bâton, là. Avec un tape pour Ben, les en yeux, fait, dans là. le premier, dans La Menace Fantôme, c'était une marionnette Mm. Yoda, qui était opérée par Frank Oz Ouais. aussi. Là. Mm. Mais c'est ça avait été changé pour l'Attaque des Clones. Mm. Puis dans la version, on parlait des modifications qu'ils ont faites sur les Blu-ray tantôt, là, Jeff. Ben c'est ça, parmi ces modifications-là, ça en fait partie. Le Yoda de l'épisode 1 est devenu Ouais, numérique. c'est vrai. Ouais, parce qu'il Ils ont complètement remplacé... la marionnette la était affreuse. Ouais, elle était vraiment Ouais, pas belle. je suis assez d'accord, effectivement. Ça avait pas du tout l'air de Yoda. Ça avait l'air plus de quelqu'un de la race de Yoda. Ouais. Ça avait pas l'air de Yoda. Plus vieux que Yoda aussi, j'avais l'impression. Ouais, ben ce qui clashait, c'est ça. Je pense qu'il s'était beaucoup inspiré du Yoda des années 80, mais là, ce qui clashait, c'est qu'on n'était plus dans les années 80. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, au travers des autres personnages en CGI, ben c'est sûr que ça... Ça c'était détonnait, frappant. là. Mais encore une fois, cette fois... Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que... Ils ont beau dire, puis on peut dire, OK, l'ère Disney, c'est ci, puis tu sais, il y a des qualités, des défauts. Mais sur cet aspect-là aussi, l'aspect de faire les choses en vrai, de tourner dans les vraies places, avec du vrai éclairage, puis là, tu sais, des vrais costumes, des vrais... Comme là, Maskanata, en 2014-2015, c'était complètement numérique. Cette fois-ci, c'était une marionnette, un animatronique. Tu sais, je sais pas, moi, je trouve que ça a le mérite de ça, là, Ouais. puis ça paraît. Ouais. M'excuse, ça paraît. Réécouter la prélogie, là, c'est dur de... Évidemment, il y a le côté ça vieillit, Ouais. là. Mais tu sais, moi, je peux pas m'empêcher de saluer là, tout ce travail-là. Je trouve ça juste magnifique. Puis ça faisait partie de mes déceptions pour les derniers Jedi, l'épisode 8, qu'il y avait énormément de travail qui avait été mis là-dessus à cause des toutes les scènes à Canto Bight. Puis que ça avait été finalement coupé au montage parce que là, il se passait beaucoup trop de temps à Canto Bight. Ouais. Mais t'avais là, une richesse là, au niveau des créatures créées pis tout ça. Là. C'est et bon, c'est ça. Comme on l'a mentionné tantôt, c'est le travail de Mike Quinn, Ouais. donc qui est aussi sous le masque là, de Nien Nunb. Ouais. Donc encore une fois dans ce film-là, parce que Nien Nunb fait partie de ceux qui ont survécu à la bataille de Crête. Donc ça c'était le fun de le voir là-dedans. J'avais de quoi à souligner par rapport... je pense qu'il était pas dans les petits documentaires, mais il était dans le grand. C'était de voir Mark Hamill présent, mais dans le tournage, même s'il y avait une scène, puis le voir se promener dans l'atelier, voir les décors, voir les créatures. Puis moi, j'avais remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait que la scène juste avant qu'il parle, il a pleuré. Il avait les yeux rouges, puis il avait l'air d'avoir comme pleuré. Je trouvais ça tellement triste, là. Parce que lui, j'imagine qu'il aurait voulu J'ai pas remarqué. avoir un peu plus d'impact dans le dernier film que juste une scène, là. Ben, je sais qu'il mentionnait justement dans ce documentaire-là que quand il cherchait à l'époque de la trilogie originale, c'est ça, il était tout le temps rendu dans cet atelier-là. Ouais. Fait que quand il trouvait pas Mark Hamill, tu sais, pour X raisons, là, il disait, va voir dans l'atelier des créatures, il va être là. Ouais. Ah, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est des... comme on disait tantôt, tout ça, c'était émouvant tu sais, pour tout cet aspect-là. Puis il y a le côté tout le temps Carrie Fisher qui rentre dans le décor de tous les souvenirs qu'ils ont. Ouais. Fait que... Ouais. Alright. Donc, le dernier documentaire qu'on peut voir, donc, qui est disponible seulement sur la version numérique. Donc, si vous avez la version iTunes, j'imagine aussi qu'il est disponible sur la version Google. Non, je l'ai pas vu. Moi, j'ai les deux versions, puis j'ai pas vu que j'avais des bonus. Je pense que j'ai juste le film, c'est tout, sur Google.
Si tu le regardes par YouTube, oui, mais si tu le regardes par l'application de film de Google, ok, je vais checker ça. habituellement, tu vois les documentaires dessus. Ok. Donc, le petit documentaire qui s'appelle The Maestro's Finale, qui est un petit documentaire dédié à John Williams. Donc, le documentaire qui est pas très long non plus, une dizaine de minutes. Et c'est quoi, tu dis qu'il est pas sur les versions physiques? Non, il est pas sur les disques, il est seulement disponible sur les versions numériques du film. Donc, si tu utilises ton code là, pour avoir la version numérique du film, soit sur iTunes ou sur Google Play, là, tu vas être capable de le voir à ce moment-là. Ben, écoute, honnêtement, tu cherches sur YouTube, tu vas le trouver. Il est là. Ben écoute, je me mélange peut-être avec un bout du Legacy, mais moi, il me semble que il est dans Legacy. Il doit y avoir un documentaire séparé, mais on voit un peu... il y a un segment sur John Williams dans le grand documentaire. Ok. Fait que dans le fond, tu sais, le documentaire, c'est John Williams qui parle qui parle de comment c'était le tournage, pas le tournage, la composition de la trame sonore. Il parle aussi de tout, dans le fond, tout ce qui a travaillé sur Star Wars depuis le début. La seule chose qui est vraiment... Ben, c'est un documentaire intéressant, c'est pas que c'est pas intéressant, mais moi, la chose que j'ai trouvé vraiment cool, c'est... lors de la dernière journée d'enregistrement, il y avait Steven Spielberg qui était là, J.J. Abrams, Mark Hamill, Kathleen Kennedy, étaient toutes présentes dans le studio pour entendre les dernières notes de John Williams et son orchestre. Donc ça, c'était vraiment bien. Encore une fois, aucune présence de George Lucas. Donc, c'est ça. C'est un petit documentaire intéressant, mais comme vous avez dit, il y en a une partie qu'on voit dans le documentaire de Skywalker Legacy. Mais si vous avez les versions numériques, ben, même si vous ne l'avez pas, allez sur YouTube, cherchez John Williams Master Finale, vous allez le trouver. Il est là, il est disponible. Mais dans le documentaire, la section sur John Williams, là, je l'ai trouvé, parce qu'il parlait dans le fond parce qu'il fait un caméo dans le film, donc on voyait un peu comment ils ont fait la scène. Le fait que chaque objet qui est autour de lui, ça a le rapport avec un de ses films, j'ai trouvé ça tellement bien recherché, là. En plus, c'est quoi? C'est 3-4 secondes, là, cette prise-là. Fait que t'as comme pas le temps de te regarder autour de lui à moins de faire pause. Tu clignes des yeux, tu le manques, là. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai trouvé ça comme... J'aurais voulu peut-être qu'il y ait peut-être une interaction avec lui ou quelque chose de plus long. Mais c'est quand même bien qu'il ait passé à faire un caméo du compositeur dans le film. Puis je veux dire, pour un gars de 90 ans, 91, là, il est encore là, tu sais, il est encore très lucide. Ouais. Écoute, il aime ça, il parle avec passion, là. Mm-hmm. Il est très humble aussi, ça a l'air. Ouais. Effectivement. Donc, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a sur le DVD de l'ascension de Skywalker qu'on vous conseille fortement. Oui. Donc, si vous avez aimé le film, ben c'est un no-brainer, achetez-le. Mais juste pour les bonus, surtout le Legacy, de Skywalker Legacy, ça vaut vraiment la peine. Juste dire que Disney a mis en ligne les 10 premières minutes du documentaire. Donc, vous pouvez voir les 10 minutes qui vont vous faire dire « Ok, il faut jouer le reste, là, parce qu'après 10 minutes, vous voulez voir vraiment ce qui se passe, donc ça vaut la peine. » Donc, écoutez, c'est sur ceci que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Comme toujours, si vous avez suggestions, commentaires ou réactions sur le sujet que nous avons discuté, vous pouvez nous contacter à l'adresse studio@starwars.direct ou vous pouvez laisser votre message sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ainsi que notre chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. On rappelle, pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs et participer à nos enregistrements live, notre serveur Discord. On rappelle aussi la boutique de Star Wars en direct où vous pouvez vous procurer t-shirts et produits dérivés de Star Wars en direct. Et on rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play ainsi que Apple Podcasts. Et on remercie une dernière fois nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc, de la part de Francis Sicily et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.